Bonjour, bonsoir et bienvenue. Ce soir, nous allons parler communication politique, publicité, communication au XXIe siècle. Jacques Seguela, invité dans les studios de RFI Roumanie. Bonsoir. Bonsoir. À mes côtés, comme chaque semaine, Nicolas Don. Bonsoir. Jacques Seguela, on ne vous présente plus, mais on va vous présenter quand même. Vous êtes gourou de la publicité française. Vous avez réalisé de nombreuses campagnes pour des hommes politiques français et internationaux. Vous êtes l'auteur du fameux concept de la force tranquille de François Mitterrand. Vous avez conseillé également d'autres acteurs politiques importants, comme Ehud Barak, Alexandre Kvasniewski ou Simeon II de Bulgarie. 27 livres, plus de 1000 campagnes de pub, vous avez fait 100 fois le tour du monde et vous vous arrêtez quelques dizaines de minutes dans les studios de RFI Roumanie. Merci encore. Donc, le but de votre voyage en Roumanie, on va commencer par ceci. Donc, entre autres, vous allez dire aux gens qui vont vous écouter qu'il ne faut pas qu'ils soient trop déprimés, c'est ça ? Oui, c'est surtout aux Français que je l'ai dit. Parce que je vous rassure tout de suite, vous êtes beaucoup moins déprimés que nous et ça vous honore. Non, mon but, c'est de revenir dans ce pays qui pour moi, me touche le cœur. J'ai tellement envie de revenir ici, j'attendais l'occasion. J'ai eu tellement de choses à faire, tellement de pays à conquérir, à découvrir, tellement d'agences, 400 agences dans le monde, dans 100 pays du monde. Donc ma vie s'est passée à aller trouver des talents, essayer de les regrouper, de les former, de les revoir, en permanence de les agiter, de les dynamiser. Et j'ai jamais oublié ma première venue ici avec Peter Homan, et puis Lescou, et puis Constantinescu. Donc un peu de mon âme est restée dans ce pays tellement proche de la France qu'il était moins quand je suis arrivé, parce qu'il était encore très marqué par ces 40 ans d'occupation monstrueuse. C'est un pays qui a incroyablement souffert. Je me souviens que le patron de la télévision de l'époque était devenu... Il avait été exilé dans un petit village à la campagne, et après il était revenu en ville, et il était promeneur de chiens des hiérarques du moment. Et il me racontait ça. Et il a été renommé par Peter Homan patron de la télévision. Mais 7 ou 8 ans après sa traversée du désert. Et je me souviens d'avoir visité la télévision à ce moment-là, qu'on aurait dû mettre dans un musée. Elle datait des années 40. C'est Ceausescu qui avait fait ça pour lui-même, d'ailleurs. Il ne s'en servait que pour sa propre gloire. Elle était 1940, ou peut-être même 1900, je ne sais plus, enfin, 45, par là, entièrement d'époque, sans qu'on n'y ait rien touché. J'espère qu'on l'a gardé, j'espère qu'on n'a pas bousillé ce truc-là. C'était d'une beauté hallucinante, et je me souviens comment elle a été prise d'assaut, puis comment on a été les premiers à y aller. J'ai fait une des premières émissions dans cette émission-là, dans cette télévision-là, à Libéré. Et les Roumains n'avaient pas encore compris ce qui leur arrivait. Ils n'étaient pas les hommes politiques, pas Peter Homan, qui était lui, qui avait fait ses études en France, qui était très aimé des Français, qui a été la star de tous ces pays qui sont libérés, de tous ces premiers ministres qui sont libérés, et qui a laissé encore une trace très profonde en France. Vous êtes revenu tout de suite après les événements de 89, vous avez accompagné la transformation politique du pays jusqu'à la fin du mandat en l'an 2000 du président Constantinescu, qui était le premier président de droite de ce pays après la chute du communisme. Comment est-ce que vous avez vu l'évolution du pays jusqu'à aujourd'hui, parce que vous êtes à Bucarest ce soir? Il y a eu ce moment de libération presque malgré le pays, sans qu'ils s'en rendent compte. C'est le mur de Berlin qui a explosé, et puis tout qui s'est entraîné, les digues sont parties. Les gens y ont encore peur, même si le régime était fini, même s'il y avait eu ce procès qui a été assez dramatique, qui a quand même marqué le monde dans sa violence, qui était méritée après tout. Enfin, les violences n'ont jamais quand même à être aussi violentes. Et le pays ne voyait pas d'avenir, était encore paralysé, il était encore sous le joug. Peter Homan a commencé à secouer un petit peu les choses, Ilescu, mais c'est Constantinescu qui a été le révélateur du pays, et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui la Roumanie est dans l'Europe. Et si la Roumanie n'était pas dans l'Europe, il n'y aurait pas de Roumanie. Je pense qu'elle a encore un grand rôle à jouer dans l'Europe, et avec nous, les Français, si on était un petit peu plus malins, si on se tenait un peu plus la main, si on investissait un peu plus dans ce pays, on est les troisièmes, mais on devrait être les premiers.
Quand on pense qu'ici, vous avez un Roumain sur 4 qui parle le français, et demain ça devrait être 1 sur 2, c'est quand même incroyable que l'on soit plus proche de vous et qu'on ne fasse pas des choses ensemble, parce que on a quand même une culture commune, une langue commune, et surtout un art de vivre commun. C'est ça qui est le plus important. Qu'on n'a pas. On va en Bulgarie, c'est plus la même chose, parce que moi j'ai fait la campagne de Bulgarie, j'ai même fait la campagne de Simeon II de Bulgarie, après avoir fait celle de Gilio Gelev, donc j'ai fait les 2 campagnes, oui. Celle qui a libéré le pays et celle qui, un peu d'ailleurs, comme ça s'est passé chez vous, a ramené la Bulgarie dans le giron de l'Europe. Vous avez pu côtoyer Iliescu, Petre Roman, Emil Constantinescu dans les années du début, tout de suite après la Révolution. Quel est le souvenir le plus marquant de cette époque-là pour vous ? C'est le jour où Konstantinescu m'a demandé de venir. Il m'a dit, je dois vous voir. Qui ça, Konstantinescu ? Oui, c'est très personnel. J'ai besoin de vous. J'ai sauté dans un avion. Il m'a reçu dans sa petite villa. Il est peut-être toujours, je ne sais pas, avec sa femme qui nous avait préparé le dîner. On a dîné tous les 3. Et ensuite, il m'a dit, mais il faut que je vous parle. On est allé dans un petit salon, juste derrière. Et il m'a dit, voilà, je m'interroge. Vous savez, moi, je suis professeur. J'ai beaucoup réfléchi à tout ça. Je me suis beaucoup battu pour mon pays. J'ai tellement voulu le ramener vers l'Europe, vers la modernité, vers l'efficacité, et essayer de faire une politique qui soit une politique positive et pas toujours une politique qui s'entrechoque. Et je pense que je dois m'arrêter. Je pense que je suis allé au bout de ce que j'ai donné. J'ai senti qu'il était au bout de ses forces et qu'il ne se sentait pas le courage de recommencer un combat. Il m'a dit, qu'est-ce que vous pensez quand on est dans cet état-là ? J'ai dit, mais il ne faut prendre le pouvoir que si l'on a une surambition, une surénergie, une survolonté du pouvoir. Ce qui d'ailleurs très souvent confine au culte de la personnalité, ce qui n'était pas son cas, parce qu'il était resté d'une discrétion, était d'une intelligence. J'adorais cet homme. Alors, et j'ai dit, prenez le temps d'un second souffle. Et puis vous reviendrez à la politique, parce qu'on n'abandonne jamais tout à fait la politique, mais vous n'y reviendrez jamais comme président. Il y a un grand débat sur Emil Constantinescu ici en Roumanie, Jacques Séguéla. Il s'est dit lui-même vaincu par les structures de l'Ancien Régime, oui. Et il explique comme cela son manque d'appétit. Vous avez eu cette sensation-là ? Oui, absolument. Il vous en a parlé, il m'a dit, j'ai pas pu, j'ai été coincé. Je me souviens de François Mitterrand qui m'a dit un jour, moi je suis rentré en politique et j'ai pris le pouvoir pour changer l'État français. Et c'était 14 ans après, c'était quelques mois avant sa mort. Il m'a dit, mon grand regret, c'est que tous les matins, je me suis dit, on va changer l'État, et j'ai laissé la France encore dans un État pire au niveau de l'État que je ne l'avais trouvé. Et c'était un peu la même chose que j'ai connue avec votre président. Il m'a dit, c'est trop de crocs en jambes, trop de réticence, trop de coups bas, trop de malhonnêteté intellectuelle. Et je senti que comme c'était un cœur pur et une intelligence très fine, il s'est dit, mais il faut que quelqu'un qui ait plus de force que moi maintenant, qui amène ce pays plus loin. Et il a finalement été vaincu par les atavismes politiques du pays. C'est pas décourageant un peu de vous entendre ça, passionnant comme témoignage des deux côtés, côté Mitterrand, côté Constantinescu, mais là on est à l'approche des élections européennes, l'élan vers l'Europe, l'amour de l'Europe n'est plus du tout le même pas ici en Roumanie, un pays européen de fraîche date. Comment est-ce qu'on peut renverser cette tendance-là ? Mais l'Europe a très mal démarré parce qu'elle a démarré sur l'euro, c'est-à-dire qu'elle a démarré sur l'argent. L'argent corrompt tout, l'argent bloque tout, l'argent sectorise les choses. Il fallait que l'Europe démarre sur un projet, sur une idée. Et d'ailleurs, on disait, l'Europe est une idée neuve. Le seul fait qu'elle soit engagée uniquement dans le côté administratif de l'Europe, dans le côté bureaucratique de l'Europe, dans le côté financier de l'Europe, économique de l'Europe, elle n'a pas eu le temps. Elle a inversé, elle a mis la charrue avant les bœufs. Elle a inversé l'ordre. Il fallait lancer
l'European Dream. C'est le rêve européen. Au moment où le rêve américain est en train de s'estomper. On voit d'ailleurs que Barack Obama, depuis quelques jours, essaye de réveiller le rêve américain parce qu'il dit, mais finalement, c'est notre trésor qui est en train de partir. Avant que le rêve asiatique ne se réveille, il faudra encore quelques années pour que la Chine puisse l'incarner, puis passer la main à l'Inde, puis à l'Indonésie, et avant que le rêve africain, qui sera le grand rêve de la deuxième partie du siècle, ne vienne renverser tous les rêves, nous avons, notre chance d'un rêve européen dans les 10-20 années qui viennent. Mais pour ça, il faut changer l'Europe. Donc, je ne pense pas qu'on puisse être contre l'Europe. Oui, qui peut lancer le rêve européen dont vous parlez? Et quelle forme pourrait-il prendre pour qu'il soit enviable? Mais il faut... Déjà, l'Europe est le premier pays du monde. Il faut quand même regarder les choses en face. C'est le pays le plus démocratique, c'est le pays le plus bon vivre, c'est le pays qui a le plus de richesse, c'est le pays qui a le plus de culture, c'est le pays qui a le plus d'avance, c'est le pays qui a le plus de talent, c'est le pays qui a le plus d'innovation. Faut arrêter. C'est dans nos têtes, le défaitisme et le pessimisme. C'est le pays qui... 40% du luxe qui est porté dans le monde vient de la seule France. Nous fabriquons les plus beaux avions du monde, nous avons tapé Boeing, nous fabriquons les plus grands bateaux du monde. On a un pays de cocagne. Voilà. Mais nos politiques ne savent pas suffisamment nous le dire et ne savent pas suffisamment le mettre en avant. Ils sont très responsables de tout ça. Il faut donc que l'Europe change. Et j'espère que ce sera le cas après cette élection qui va être dramatique parce qu'on va avoir en France comme premier parti, le parti du Front National, le parti des extrêmes, qui est d'une gravité absolue. Tant mieux. Parce que ça va nous obliger à bouger. Il faut que l'Europe ait un vrai président. Je ne faudrait pas dire ça, puisqu'il y en a un, mais enfin un président qui ait les pouvoirs, c'est un président sans pouvoir. Et il faut qu'il ait un début de gouvernement avec une économie commune, certainement une défense commune, qui c'est plus important que tout, une protection commune, et puis qu'elle laisse après beaucoup de liberté aux identités nationales, aux humeurs, aux humours nationaux. Il ne faut pas qu'elle se mêle de vouloir tout régenter. Et il faut qu'elle passe de cette Europe administrative à une Europe collaborative qui invente l'Europe, qui n'est pas encore inventée. L'outil est là. Enfin, ça fait 50 ans maintenant. Évidemment, la voiture va être rouillée. Elle démarrera pas le jour où on va appuyer sur le démarreur. Le moment est venu. Les Français y sont prêts. Et je pense aussi que d'ailleurs que d'autres pays, l'Allemagne y est prêt. Je pense que ce qui va se passer d'ailleurs entre François Hollande et Madame Merkel à la sortie de cette élection peut être déterminant pour donner enfin à l'Europe ce qu'elle mérite, c'est-à-dire le vrai pouvoir et pas simplement celui le pouvoir de l'administration et d'emmerder les gens. Le pouvoir de faire rêver les gens. La Roumanie, en français s'il vous plaît. Avec Jacques Séguéla, invité ce soir dans le plateau de RFI Roumanie. On a parlé Roumanie, on a parlé Europe, on a parlé France. Comment doit communiquer un homme politique aujourd'hui, Monsieur Séguéla? On est à l'époque du tweet, du Facebook. Quels sont les défis dans ce monde qui est de plus en plus instantané et relayé aux réseaux sociaux? Mais il y a eu de grandes époques dans la communication politique, l'une en Europe et l'autre en Amérique. En Europe, c'est la campagne de François Mitterrand qui a été la première campagne vraiment professionnelle. Il y avait des campagnes déjà plus professionnelles en Angleterre, mais qui étaient moins connues qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et c'est François Mitterrand qui, le premier, a vraiment utilisé les moyens de communication, qui s'est passionné pour la communication et qui a changé le ton des campagnes politiques. Puis est arrivé le net, une révolution, parce qu'on est passé de ce qui était de la propagande. Moi, j'étais un petit Goebbels sans le savoir. J'enfonçais des slogans dans la tête des gens, la France tranquille, la France tranquille. Ils n'avaient pas droit de réponse. Libertaire comme je suis, si je m'étais rendu compte de ce que je faisais, j'aurais changé de métier. Mais on n'avait pas les moyens. Hein. Et le net nous a fait passer de cette dictature de la communication à la démocratie participative de la communication, et d'ailleurs aussi de la communication collaborative qui est en train de s'inventer. Et est arrivée la campagne d'Obama. Et tout le monde s'est trompé sur l'analyse de la campagne d'Obama. On a dit que c'était la campagne la plus technologique de tous les temps. Faux. C'est la campagne qui retournait aux sources. Parce que Obama a utilisé les moyens du net, pas du tout pour communiquer, pas du tout pour faire passer ses messages, pour lever une armée de militants, 8 millions d'adhérents, qu'il a transformés en VRP, qui sont allés mettre les pieds dans la porte, et qui,
à coup de porte-à-porte, ont gagné la campagne d'Obama. Et il a encore amplifié le système pour sa réélection, parce que grâce aux data, il a complètement ciblé les choses. Il a réussi un score extraordinaire où toutes les 14 portes ouvertes par un de ses démarcheurs, il a gagné un vote qui était contre lui avant que la porte soit dans le pied de la porte. Ce qui veut dire que l'on peut, par la conviction, par la parole, on peut changer le ton d'une élection. Et depuis, et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, puisque nous sommes des barons des campagnes municipales, hier c'était... en France. En France, hier c'était Nathalie Kosciusko-Morizet avec le retour de Nicolas Sarkozy. Pas le retour, mais en tout cas... c'est la première fois depuis... Mais en tout cas, c'est vrai, la première fois qu'il revenait respirer l'air d'un meeting, moi je commentais ça sur BFM, c'était très, très prenant et c'était formidable. Ce que font les deux candidates pour la mairie de Paris, c'est du porte-à-porte. Elles ne font que ça. Mais il faut aussi utiliser tous les moyens modernes du net, et donc il faut chatter, il faut tweeter, il faut avoir... mais bien savoir que le net est à la fois la plus belle idée depuis l'invention de la communication, et puis la pire des saloperies. Parce que ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Alors justement... Rien ne se fixe. Et donc il faut absolument... Vous passez 10 minutes chez quelqu'un, il ne l'oublie jamais de sa vie. Il passe 15 heures devant le net, il a oublié ce qu'il a regardé. C'est très juste. On va revenir à la Roumanie, si vous voulez bien, parce que c'est un sujet qui taraude les Roumains depuis la Révolution. Comment peut-on vendre la Roumanie ? Et je choisis à dessein ce terme, un pays qui a une si mauvaise image de marque à l'étranger. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer cette perception ? D'abord, il faut impérativement que le gouvernement prenne l'affaire en main, qui crée un comité de pilotage public et privé, en associant les forces vives, que ce soit les forces du business, que ce soit les forces intellectuelles, que ce soit les forces commerçantes, et aussi les forces de pensée, de réflexion du pays, dans un combat qui est le combat qui va décider de l'avenir de ce pays. Si vous continuez à rester encrouté avec les Roms, vous n'en sortirez jamais. Et vous allez finir par, pour l'instant, vous êtes en croissance parce que vous arrivez de bas, mais dès que vous allez avoir remonté un petit peu la pente, vous allez devenir le pays sacrifié de l'Europe. Bon, c'est intolérable et inadmissible. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut d'abord communiquer. Les pays sont des marques. Hein. Regardez comment l'Amérique est devenue une marque. Regardez comme la France est une marque et la Roumanie n'est pas une marque. La marque, c'est Rome. Eh bien, il faut combattre ça. Alors, il y a le problème des Roms, qui est un problème européen, où on va de toute façon arriver à une immigration qui doit rester. C'est la moindre des choses qu'on accueille les gens, mais qui soit une immigration choisie. Pour pouvoir entrer dans un pays, il faut parler le pays, il faut avoir envie d'y rester. On peut être itinérant, chacun mène sa vie, comme on ne va pas obliger les Roms à rester dans des HLM, ils peuvent vivre comme ils veulent, mais ils doivent parler la langue, ils doivent être intégrés, leurs enfants doivent aller à l'école, ils doivent jouer l'intégration. Sinon, ils n'ont pas leur place. Il faut lutter contre l'immigration clandestine. C'est puni par la loi, il n'y a pas de raison. Alors, chez nous, les politiques s'entre-déchirent là-dessus, la gauche s'imagine qu'elle a plus de cœur que la droite parce qu'elle autorise la clandestinité. Non, elle a simplement moins de rigueur que la droite, c'est tout. Et moi, je suis à la fois et de droite et de gauche. Donc, je ne prends parti ni pour les uns ni pour les autres. J'essaye de prendre le meilleur. Donc, ça, c'est un problème que l'Europe doit régler. Et puis, je pense qu'il faut qu'il y ait, ça a commencé de plus en plus d'échanges, par exemple, entre la Roumanie et la France, parce que je crois que chez nous, il y a 50 000 Roms. Je ne sais pas si les chiffres sont vrais, mais c'est ce que j'ai vu. Non, il y a entre 15 et 16 000, entre 15 et 17 000. Déjà, vous voyez comment chez nous, les journalistes disent déjà qu'on gonfle les chiffres, parce que moi, j'ai lu 50 000. Déjà 15 000. Ça tourne autour de 15 000. Bon, donc, il faut déjà, il faut les intégrer, il faut les aider, puisqu'ils veulent avoir des camps, il faut leur construire des camps pour eux, à condition qu'ils jouent le jeu. À condition que les enfants soient à l'école, à condition qu'ils progressent, à condition qu'ils aient un métier. Bon. Et ce n'est que la démocratie et le respect de l'autre qui fera progresser ces choses. Mais surtout, il faut que la Roumanie envoie d'autres messages que les messages des Roms. Voilà, sortons des Roms. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut d'abord faire une plateforme digitale de contenu,
qui émet dans le... Commençons déjà par l'Europe, parce qu'après l'image portera l'ombre, qui est dans les principaux pays d'Europe, où à toute heure du jour et de la nuit, on a de l'info sur la Roumanie, qui n'est pas que l'info des Roms, qui est une info industrielle, qui est une info technologique, qui est une info culturelle. Bon. Il faut ensuite faire une vraie campagne de publicité, comme le font toutes les marques, et prenez une agence de talent, venez me voir, moi je vous aiderai à faire la campagne, et je ne veux même pas en faire une affaire, j'ai tellement la Roumanie dans le cœur, je ne veux pas en faire une affaire commerciale, je vais essayer de vous aider à faire une grande campagne. Il faut ensuite créer des échanges entre les jeunes, vous parlez français, et nous on ne parle pas roumain comme des imbéciles, donc il faut absolument qu'on arrive à se mélanger. Vous avez ici le lycée français, le premier lycée français d'Europe, si j'ai bien vu les choses. Je ne sais pas si mes fiches sont très à jour. Et c'est un des plus grands. Et en tout cas, là où vos chiffres sont exacts, c'est au niveau des succès au bac, donc la qualité de l'enseignement. Donc c'est des choses... Bon, il faut avancer dans le partage. Donc il faut que nos entreprises se partagent. Il faut créer une zone franche, peut-être française, ou une sorte d'high-tech valley, puisque la France est en plein remue-nage là-dessus, ça devient un des pays le plus high-tech aujourd'hui d'Europe. Hein. On a 4 ou 5 Silicon Valley qui sont en train de se créer en France. C'est une des choses formidables d'ailleurs que font les socialistes. Tout n'est pas bien, mais ça c'est vraiment bien fait. Il faudrait avoir un correspondant ici, il faudrait jumeler des entreprises. Enfin, il y a 10 000 idées à avoir, mais il faut les moyens de le faire, il faut la volonté politique de le faire, et il faut que tous les Roumains soient les publicitaires de leur pays. Il faut que, quand ils vont en France, ils se promènent avec un t-shirt en disant « Je suis roumain et fier de l'être et j'aime la France ». Bucarest, en français s'il vous plaît. Avec Jacques Seguela sur ce plateau, dans ce studio, vous avez conseillé, Jacques Seguela, des hommes politiques très différents, dans des pays très différents. On avait parlé de Kwasniewski, de Mitterrand, d'Ehud Barak. Comment on peut donner des conseils pertinents alors qu'on ne connaît pas le pays d'une manière intime? Mais d'abord, il y a quelques règles de la communication, vraies pour les hommes politiques, vraies pour les produits de consommation, qui sont les mêmes dans tous les pays du monde. Bon, c'est un marketing de base, qui est encore plus simpliste dans le cas d'ailleurs de la communication politique. Parce que les produits, il y a 10 000 produits possibles. En politique, on est de droite ou on est de gauche, point à la ligne. Donc, ça résume. Il y a la lessive qui lave plus blanc, la lessive qui lave plus noir. Et puis, il n'y a pas 10 000 lessives enrichies comme c'est le cas. Donc, ça simplifie les choses. Deuxièmement, moi, je ne peux plus faire de campagne comme ça maintenant parce que je suis beaucoup trop occupé. Mais à l'époque, ça me prenait 6 mois de mon temps. Et puis, j'avais plus de force qu'aujourd'hui. Donc, je partais tous les week-ends. J'ai fait la campagne. Par exemple, ma plus belle campagne, c'est celle de Ricardo Lagos au Chili, où quand même, on a sorti Pinochet. J'ai mis 10 ans de combat parce que j'ai commencé dans la campagne du non, la célèbre campagne du droit chilien, où déjà on a enfoncé un pieu, et puis est arrivé Ricardo Lagos. On a gagné à 1 point après 6 mois de combat. Tous les week-ends, je partais le vendredi soir de mon bureau. Il n'y avait même pas de direct. J'allais à Buenos Aires, j'attendais 2 heures, je sautais à la Cordillère des Andes, j'arrivais à 1h de l'après-midi, je déjeunais avec Ricardo Lagos. C'est François Mitterrand qui m'avait demandé personnellement de faire la campagne. C'était un ami très proche de Ricardo Lagos, qui était le Mitterrand d'Amérique du Sud. Il a libéré quand même toute l'Amérique du Sud. Hein. Il a quand même jeté ce vent, ce souffle de gauche sur toute l'Amérique du Sud. Je travaillais après avec... il était déjà pour moi minuit. Je travaillais avec les équipes. J'allais dormir quelques heures. Le lendemain matin, on me tirait par les pieds. J'amenais les avancées de la campagne à mon cher candidat. Je reprenais l'avion. J'arrivais à 5h du matin. J'étais à 8h au bureau. Pendant 6 mois, j'ai fait 400 000 kilomètres en jet, la distance de la Terre à la Lune pour faire cette campagne. Donc, il faut s'imprégner. Et puis, il faut la faire avec les gens du pays. Donc, moi, chaque fois, ou je l'ai fait avec mes agences, ou j'ai créé une agence spécialement pour faire ça, qui ensuite est devenue l'agence et qui est aujourd'hui une de nos 400 agences dans le monde. Donc, je faisais toujours, finalement, d'une pierre deux coups. Alors là, vous venez pas pour de la politique, vous venez pour de l'économie, pour un forum France-Balkan, en grand, en Europe du Sud-Est. Quels sont les arguments qui vous paraissent pertinents, là encore, je reprends un terme utilisé par Luca Niculescu, les termes pertinents
pour convaincre les investisseurs français de venir en Roumanie? Il faut d'abord que la Roumanie change d'image, sinon elle n'y arrivera pas. Il faut ensuite qu'elle fasse des conditions spéciales. Je parlais de zone franche. Bon, politiquement, je ne sais pas si c'est possible, comment c'est possible. Enfin, il faut avoir des systèmes de détaxe, il faut avoir des systèmes surtout dans un d'aide. Comme on est en Europe, donc c'est beaucoup plus difficile. Oui, c'est beaucoup de faire mais il y a toujours des façons d'exister. Oui. Il y a toujours des façons d'arranger les choses, comme l'Irlande l'a fait, comme plein de pays. Vous savez que la Roumanie a un taux unique d'imposition Qui est très bas. Oui. qui est très bas, il est à 16%, ce qui provoque parfois des grincements. Regardez comment le Portugal, qui est en Europe, a quand même réussi à faire venir tous les Français. Bon, ce sont des exilés fiscaux, c'est parce qu'elle a fait le mieux. Moi, je préfère que ce soit les entrepreneurs qui viennent chez vous que des exilés fiscaux. Mais il y a toujours des façons d'exister. On peut le faire aussi par des zones qui sont mises à la disposition, par les aides qui sont mises là. Il n'y a même pas une documentation sur le pays qui vous donne envie de venir. Il y a quand même de très grosses boîtes qui sont déjà présentes. Bien sûr, bien Dacia sûr. Renault représente Bien 10% sûr. des exportations du pays. Bien sûr, c'est de loin la plus importante. Et elle a réussi. Mais c'est la première entreprise du pays tout court. Absolument. Je crois qu'elle fait 3% du PIB. Ouais, voilà, 3% du PIB. oui. Bon, et moi, je peux vous dire, peut-être pas aujourd'hui, mais le pull-over que j'avais hier, j'avais Made in Roumanie derrière le dos. Et j'étais fier d'avoir Made in Roumanie, ça ne me gênait pas du tout, même si c'est la France qui est la championne du luxe du monde, d'avoir un pull-over Made in Roumanie. En plus, il est formidable de qualité pour apaiser une grande marque, très grande marque d'ailleurs, française. Bon. Donc, je crois que c'est comme ça qu'il faut attirer les entreprises, et il faut leur faire miroiter d'abord ce qu'ils ne savent pas assez, la simplicité des communications entre les deux pays. Les gens pensent que quand ils vont en Roumanie, ils vont en Sibérie. Quand vous dites, hier à l'agence, je disais, je pars en Roumanie, il me dit, mais tu reviens dans une semaine? Je dis, non, on peut y aller pour la journée, les enfants. C'est à peine plus loin que Berlin ou que Londres, parce que donc, je crois que c'est à côté, le temps d'attendre le train, de ressortir du train, etc. Bon, donc, et puis, je crois que les Français ne savent pas que les Roumains parlent le français. Alors vous me direz que ça se perd, c'est générationnel, mais quand même. Je pense qu'ils ne savent pas que les Roumains les aiment. À cause des Roms, toujours pareil. Parce qu'ils sont tous fait chaparder un jour une montre ou quelques billets de banque. Tout, c'est pas vrai. Mais enfin, c'est l'image que ça donne. Attention, le président Băsescu s'est plus que fait taper sur les doigts pour une remarque pareille par un organisme roumain. Mais c'est l'image. Je ne dis pas que c'est la réalité, je dis que c'est l'image. Et il ne faut pas nier les images. C'est la fausse idée que les Français ont dans la tête. Donc c'est contre ça qu'il faut lutter. Parce que, vous savez, les stéréotypes, pour arriver à les enlever, les arracher du cœur des gens, c'est extrêmement compliqué. Et il faut déraciner ce mal qui a finalement, je crois, froissé cette amitié qui était tellement vraie au départ entre la Roumanie et la France. Moi, j'ai une dernière question, puis après une dernière pour Nicolas Don. Dans quelles conditions seriez-vous peut-être tenté de revenir travailler avec des hommes politiques roumains? Vous avez déjà fait cela dans les années 90 avec Petre Roman et Emil Constantinescu. Vous lui avez donné ce conseil qui a marqué dans la décision. Enfin, il l'a pris lui-même. Il a simplement donné mon avis. Vous lui avez donné cet avis qui l'a aidé à prendre une décision qui a changé probablement la Roumanie pour les 10 années à venir. Donc, dans quelles conditions seriez-vous tenté de revenir travailler avec des hommes politiques roumains, Jacques Séguéla? Mais d'abord, il faut que je trouve le temps, mais je peux organiser les choses, je peux organiser les équipes. Il faut qu'il y ait un homme qui puisse faire avancer la Roumanie vers la démocratie. Elle est d'ailleurs en démocratie, mais la faire encore progresser vers l'Europe, et vers cette Europe dont nous rêvons tous, qui est l'Europe de l'European Dream, mais pas l'Europe de Bruxelles, vers la modernité, et vers un rapprochement avec la France. Alors j'aurais l'impression de servir les deux pays, et je le ferai très volontiers. Mais il faut aussi qu'il y ait une personnalité qui sorte un peu du milieu politique, et je ne parle pas du milieu roumain, du milieu politique mondial, en tout cas au moins européen, en tout cas de l'Europe du Sud. Vous envoyez aujourd'hui en Roumanie? Il y a quelqu'un je ne connais pas, mais il y aurait un Peter Roman aujourd'hui
qui aurait en plus la force tranquille d'Ilescu et la droiture de Constantinescu, alors là, oui, je viendrais faire sa campagne. Moi, je vous demanderais juste une image pour cet homme politique-là ou pour le reste d'une nation qui est quand même complexée par ce problème. Quelle est l'image que vous donnerez à quelqu'un qui veut justement, pour la perception roumaine, sortir de cet éternel problème Rome que nous avons encore une fois évoqué aujourd'hui très longuement? Une image pour parler d'autre chose. Concernant la Roumanie, naturellement. Oui, je crois qu'il faudrait dire que la Roumanie est peut-être le pays d'Europe qui peut le plus servir l'Europe parce qu'elle vient de plus loin que tous les autres pays d'Europe réunis, parce qu'elle a la volonté de le faire, parce qu'elle a la culture de le faire, parce qu'elle a le cœur de le faire. Et tout ça est vrai, mais enfoui chez les Roumains. Merci beaucoup, Jacques Séguéla, pour avoir participé à cette émission. Je reviendrai. Avec grand plaisir. Merci, Nicolas. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour. En français, s'il vous plaît. Émission d'actualité roumaine et francophone.